La propagation de la lumière. Nous sommes toujours dans le chapitre 14. Nous avions vu précédemment l'émission de la lumière et l'obtention de deux types de spectres. Donc je vous rappelle, les spectres d'émission, c'est l'obtention après analyse de la lumière émise par une source de lumière. On peut obtenir un spectre continu avec le soleil ou des lampes à incandescence. C'est ce que l'on appelle des spectres continus d'émission d'origine thermique, ou alors des spectres de raies colorées avec la lumière à vapeur de sodium ou de mercure ou d'autres gaz. On obtient des spectres de raies d'émission. Les spectres de raies d'émission, c'est des raies colorées sur fond noir, alors que le spectre continu d'émission, c'est un spectre coloré, avec éventuellement des raies noires absorbées. Donc la propagation de la lumière, on va étudier le phénomène de réfraction et de réflexion de la lumière. Premièrement, la réfraction de la lumière. Explication en vidéo dans un premier temps. Pourquoi voit-on ce crayon cassé alors qu'en réalité il ne l'est pas? La réfraction de la lumière permet d'expliquer ce phénomène. Lorsqu'un rayon lumineux se propage dans un milieu homogène et transparent comme l'air, l'eau ou bien encore le verre, il le fait en ligne droite comme on peut l'observer ici avec un laser vert. Cependant, lorsqu'il change de milieu de propagation, le rayon est dévié. Le rayon incident change donc de direction. On parle de réfraction de la lumière. La réfraction est donc le changement de direction de propagation d'un faisceau lumineux passant d'un milieu à un autre. On observe également un rayon réfléchi à la surface de séparation. On parle de réflexion de la lumière. Pour analyser le phénomène de réfraction et mieux le comprendre, modélisons ce que nous venons d'observer. Considérons deux milieux différents, ici l'air et l'eau. À la frontière entre les deux milieux se trouve la surface de séparation. Une source laser projette un étroit faisceau de lumière appelé rayon incident. Lorsque celui-ci change de milieu, un rayon apparaît dans l'eau. Nous pouvons remarquer le changement de direction. Nous l'appellerons le rayon réfracté. Il est possible de déterminer la direction du rayon réfracté grâce aux lois de Snell et Descartes, deux scientifiques du XVIIe siècle. Pour cela, il est nécessaire de définir une droite imaginaire tracée en pointillé, perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux, et qui passe par le point d'incidence I, point situé à l'intersection du rayon incident avec la surface. Cette droite est appelée la normale. Ainsi, une première loi de Snell et Descartes indique que le rayon incident et réfracté sont situés dans un même plan de part et d'autre de la normale. À partir de cette normale, deux angles sont définis. L'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale, noté I1, et l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale, noté I2. La deuxième loi de Snell et Descartes est la relation vérifiée par les angles d'incidence et de réfraction N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. N1 et N2 sont appelés indices de réfraction. L'indice de réfraction est un nombre sans unité qui est propre à chaque milieu et dont la valeur est supérieure ou égale à 1. Prenons un exemple. Supposons qu'un rayon incident forme un angle de 45 degrés avec la normale. L'air est le premier milieu d'indice de réfraction N1 égale 1,00. L'eau est le deuxième milieu d'indice de réfraction N2 égale 1,33. Calculons l'angle réfracté I2. Rappelons pour cela la loi de Snell et Descartes N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Isolons sinus I2. Pour cela, faisons passer N2 de l'autre côté de l'égalité. Il vient donc diviser N1 fois sinus I1. On obtient donc l'équation suivante. Passons à l'application numérique. Sinus I2 est égal à 1,00 fois sinus 45 divisé par 1,33. Il ne reste plus qu'à calculer, mais pour cela, il faut avant tout s'assurer que la calculatrice est bien réglée en degrés. On obtient sinus I2 égale 0,53. Pour calculer un angle à partir de son sinus, il faut utiliser la fonction arc-sinus. Celle-ci a pour symbole ASN ou sinus moins 1 sur la calculatrice. On calcule donc arc-sinus de 0,53. On trouve un angle de réfraction I2
égale à 32 degrés. Retenons donc que la réfraction est un changement de direction d'un faisceau lumineux passant d'un milieu à l'autre. Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la normale. Il faut donc savoir également définir la normale à la surface de séparation, mais également les angles d'incidence I1, de réfraction I2, ainsi que l'indice de réfraction, nombre sans unité, qui caractérise le milieu et qui est toujours supérieur ou égal à 1. Enfin, lors de la réfraction, N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Le sinus de l'angle de réfraction s'écrit A. Sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1. B. Sinus I1 égale N1 sur N2 fois sinus I2. C. Sinus I2 égale N2 sur N1 fois sinus I1. L'angle de réfraction est I2, donc la réponse B n'est pas correcte. La loi de Snell-Descartes s'écrit N2 fois sinus I2 égale N1 fois sinus I1. En divisant cette expression par N2 et en simplifiant, on retrouve l'expression donnée en A. La réponse A est donc correcte. Question 2. Un rayon incident arrive suivant la normale. L'angle de réfraction, A et I2 égale 45 degrés, B n'existe pas, ou C, et I2 égale 0 degré. Si l'angle d'incident arrive suivant la normale, cela signifie que I1 égale 0 degré. Or, on vient de voir que la loi de Snell-Descartes pouvait s'écrire sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus I1, soit sinus I2 égale N1 sur N2 fois sinus 0. Or, sinus 0 égale 0, donc sinus I2 égale 0. Finalement, I2 égale 0 degré. Le rayon émergent suit la normale. La réponse C est donc correcte. Question 3. L'angle de réfraction I2 est supérieur à l'angle d'incidence I1 si A, N2 est supérieur à N1, B, N1 est supérieur à N2, ou encore C, N2 égale N1. Si N2 égale N1, cela signifie qu'il n'y a pas de réfraction. Donc, I2 ne peut pas être supérieur à I1. La réponse C ne peut pas être correcte. La fonction sinus étant croissante entre 0 et 90 degrés, si I2 est supérieur à I1, alors sinus I2 est supérieur à sinus I1. Pour que l'égalité de la loi de Snell-Descartes reste valable, il faut donc que N2 soit inférieur à N1. La réponse B est donc correcte. La réfraction, c'est donc le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre. Donc vous avez le milieu 1 ici en vert, vous avez le milieu 2 en orange-violet sur le schéma ci-dessous. La normale au plan, je rappelle que c'est la parallèle par rapport à la surface de séparation entre deux milieux différents. Effectivement, si les deux milieux sont identiques, il n'y a pas de réfraction. Le faisceau lumineux qui arrive sur la surface, que l'on appelle le rayon incident, va passer dans un milieu différent, il va être dévié. C'est ce que l'on appelle le rayon réfracté. On parle d'indice de réfraction que l'on note N minuscule d'un milieu homogène transparent. Chaque milieu, que ce soit l'air, l'eau, la mer, tout milieu transparent, va avoir son indice de réfraction qui lui est propre. On vous demandera régulièrement de définir, de calculer cet indice de réfraction. L'indice de réfraction est sans dimension, c'est-à-dire sans unité. On prend comme référence l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1, puisque dans l'air, la vitesse de propagation de la lumière est maximale. C'est ce que l'on appelle la célérité, qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.
Une chose importante, votre rayon lumineux, qui est ici dans l'encadré A, va être réfracté dans l'encadré D. Il est impossible d'avoir un rayon réfracté dans l'encadré C, dans la partie orange, puisqu'un rayon lumineux ne peut pas faire demi-tour. Et l'on parle de réfraction lorsqu'il y a changement, déviation du rayon lumineux, qui passe d'un milieu à un autre. Passons à présent à l'exercice d'application numéro 4. À partir des données du texte, déterminez la relation qu'il existe entre la vitesse v, la célérité c et l'indice de réfraction n. Donc si on lit la dernière phrase du texte, dans un milieu d'indice n est égal à 2. La vitesse v de la lumière est alors égale à la moitié de sa valeur dans le vide. Donc v est égal à c sur 2. 2 étant l'indice de réfraction. Donc on peut écrire la relation suivante, v est égal à c sur n. Question suivante. On vous demande de déterminer la vitesse de la lumière dans l'eau en utilisant la relation qui est dans l'encadré rouge que vous venez d'écrire. D'après la nomenclature, d'après les données qui sont ici fournies, l'indice de réfraction de l'eau vaut 1,33. Donc il suffit de remplacer n par 1,33. La valeur de la célérité étant 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, on obtient une vitesse de la lumière dans l'eau de 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Une valeur qui semble cohérente puisque plus le milieu est dense, plus la vitesse de la lumière sera réduite. Dernière question, quelle serait la particularité d'un milieu matériel d'indice n égale à 0,7 ? Que peut-on en conclure ? Donc, je vous rappelle que n est égal à 1, c'est l'indice de réfraction de l'air dans lequel la lumière se propage le plus rapidement. Donc, de manière générale, les indices de réfraction de tous les milieux transparents seront supérieurs à 1. Donc, si on est inférieur à 1, c'est tout simplement parce que l'on est dans le vide, puisque le milieu étant moins dense que l'air. Voici l'image obtenue après le passage de la lumière blanche par un prisme, image qu'on appelle aussi spectre. Chaque radiation monochromatique est caractérisée par une longueur d'onde notée lambda. Les radiations de la lumière visible ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. L'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse qui le traverse. En effet, dans un milieu dispersif comme un prisme, l'indice de réfraction n'aura pas la même valeur selon la radiation. Pour le prisme utilisé ici, l'indice sera de 1,64 pour la radiation violette et 1,60 pour la radiation rouge. En revanche, dans un milieu non dispersif, comme l'air par exemple, l'indice de réfraction sera le même quelle que soit la longueur d'onde, ici de 1 dans le cas de l'air. Pour illustrer nos propos, considérons une lumière blanche formant un angle d'incidence de 30 degrés à l'entrée d'un prisme. Or, souvenons-nous, en entrant dans le prisme, la lumière change de milieu et subit donc une réfraction. Pour connaître l'angle de réfraction, nous utilisons la relation vue précédemment, nr fois sinus I1 égale n prisme fois sinus I2. Puisque n prisme varie selon la radiation, les angles de réfraction sont donc différents. Dans le cas de la radiation violette, l'angle de réfraction vaut 17,8 degrés, alors que dans le cas de la radiation rouge, l'angle de réfraction vaut 18,2 degrés. Les différentes radiations se séparent donc à l'entrée du prisme. On peut remarquer d'ailleurs que la lumière subit une deuxième réfraction à la sortie, ce qui accentue d'autant plus la dispersion.